Mon meilleur ami a épousé mon ex et m'a invité. Ce que j'ai fait au mariage a laissé tout le monde sans voix. Je me souviens encore de ce moment où mon cœur a eu l'impression d'être broyé, un vendredi soir de début novembre. L'air devenait froid et la pluie tapait contre les vitres de mon appartement du 6e étage à Seattle. J'étais blotti dans un fauteuil, faisant défiler mon téléphone par habitude après une longue semaine de travail, jusqu'à ce que cette image apparaisse sur mon écran, une photo, pas une publicité, pas une publication d'une influenceuse que je suivais, mais de Tessa, ma meilleure amie depuis près de 10 ans. Elle embrassait un homme dans la lueur d'un coucher de soleil en bord de mer, un baiser qui ne cherchait pas à se cacher, qui n'avait pas besoin d'explication. Je l'ai reconnu instantanément, Liam, l'homme que je croyais autrefois être la pièce manquante de ma vie. La légende en dessous m'a frappé comme un coup de poing, les plus belles choses arrivent quand on s'y attend le moins. Un nouveau chapitre commence. J'ai laissé tomber mon téléphone comme s'il m'avait électrocuté. Ma poitrine s'est serrée. Je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Tout en moi, la confiance, les souvenirs, et toutes les choses que je croyais autrefois solides s'est brisé comme du verre heurtant le sol. Nous avions rompu il y a seulement 9 mois. C'était un mardi après-midi à notre café habituel de Pike Place. Liam était assis en face de moi avec un air sombre qui semblait maintenant risible. Il avait dit, « Je crois que j'ai besoin de temps pour me retrouver. Ce n'est pas à cause de toi, tu es incroyable. Mais je ne suis pas prêt pour un engagement. » J'avais hoché la tête comme une idiote, essayant de ne pas pleurer dans le café bondé. J'avais même essayé de le comprendre. Je m'étais dit qu'il avait peut-être vraiment besoin d'espace pour grandir. Mais maintenant, en voyant Liam, l'homme qui disait ne pas être prêt, embrasser ma meilleure amie, j'avais l'impression de sortir d'une blague cruelle. Il n'avait pas besoin d'espace, il avait besoin d'une échappatoire pour courir vers Tessa. Le pire, ce n'était pas la photo. Ce n'était même pas la trahison flagrante. C'était la vérité qui s'insinuait dans mes entrailles, ils étaient ensemble avant que Liam et moi ne rompions officiellement. J'ai essayé d'appeler Tessa, ma main tremblait tellement que l'écran devenait flou à cause de la sueur. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Allô ? Sa voix semblait indiquer que rien ne s'était passé. Allais-tu jamais me le dire, ai-je demandé, chaque mot s'arrachant de ma gorge. Silence. Je l'ai entendu inspirer. Aria, j'allais t'appeler ce week-end. Ce n'est pas ce que tu penses. Pas ce que je pense ? Je me suis entendu rire, un son creux. Alors, quand est-ce que ça a commencé, Tessa ? Il y a environ 3 mois. J'ai fermé les yeux. Mon cœur semblait s'arrêter. 3 mois, ai-je répété, à peine un murmure. Je suis désolé, Aria. Nous ne voulions pas que ça arrive. C'est juste arrivé. Je ne sais pas comment, Tessa, les jeux interrompus, ma voix plus froide que le vent d'hiver. Des choses comme ça n'arrivent pas par hasard. Elles exigent des choix, et vous avez tous les deux fait ce choix alors que je pleurais encore un homme qui m'avait dit qu'il n'était pas prêt à aimer qui que ce soit. Je n'ai pas attendu qu'elle dise autre chose. J'ai raccroché. Des images défilaient dans mon esprit, ces dîners que nous avions l'habitude de prendre tous les 3, les nuits où Tessa venait chez moi pour me réconforter, disant des choses comme « Tu dois laisser Liam partir. Tu mérites mieux. » Peut-être qu'il se tenait la main derrière mon dos tout ce temps. Je suis resté assise, figée, submergée par le vide, comme si toute ma vie venait d'être effacée d'un coup d'écran. Je ne me souviens pas combien de temps je suis restée assise dans ce fauteuil après avoir mis fin à l'appel avec Tessa. Peut-être des heures, peut-être toute la nuit. L'horloge murale s'était arrêtée de faire tic-tac à un moment donné, et je n'avais pas pris la peine de remplacer la pile. Le temps était devenu un luxe auquel je ne croyais plus. J'existais simplement, entouré de respirations lourdes, dans un appartement qui ne ressemblait plus à un foyer depuis que Liam en était parti. Les jours suivants se sont écoulés comme un rêve brumeux. J'ai pris un congé sans solde, invoquant l'épuisement mental auprès de ma responsable. Elle m'a dit gentiment de me reposer, de ne pas me presser de revenir, mais la vérité était que je ne savais pas quand ni si je voudrais un jour retourner dans ce bureau. J'ai coupé tout contact. Les messages de mes amis sont restés sans réponse. Mon téléphone est resté en mode silencieux pendant des semaines. J'ai verrouillé mon compte Instagram principal mais en ai discrètement créé un nouveau juste pour les observer. Chaque photo qu'il publiait était une nouvelle lame dans ma poitrine. Tessa portait le bonnet couleur vin que je lui avais offert à Noël dernier. Liam la tenait par derrière sur une photo prise à Portland, l'endroit où lui et moi étions allés autrefois pour célébrer notre 2e anniversaire.
Une légende sous la photo disait « Tu es chez toi ». J'ai laissé échapper un rire sec. Des mots que quelqu'un m'avait autrefois murmurés à l'oreille étaient maintenant dits à quelqu'un d'autre. Même scénario, fois différente. La nuit, je restais éveillé, fixant le plafond, non pas parce que j'aimais encore Liam, mais parce que j'avais autrefois cru en mon amitié avec Tessa plus qu'à toute autre chose au monde. Nous avions prévu d'être les demoiselles d'honneur l'une de l'autre. Nous nous étions promis de vieillir ensemble, de nous soutenir quoi qu'il arrive. Et pourtant, d'un baiser volé, elle avait tout détruit sans la moindre hésitation. J'ai commencé à me punir, sauter des repas, refuser de quitter l'appartement, ne pas me doucher pendant des jours. J'ai visiblement perdu du poids, mais personne ne l'a remarqué parce que je ne laissais personne s'approcher de moi. Jusqu'à ce que Noah, mon frère, frappe à ma porte à 8 heures du matin un samedi. Il vivait à Tacoma, à près d'une heure de route de Seattle, mais il s'est quand même présenté à l'improviste. « Aria », sa voix a appelé à travers la porte. « Je sais que tu es là. Ne me force pas à appeler la sécurité. » J'avais prévu de l'ignorer, mais les coups étaient incessants. Finalement, je me suis traîné jusqu'à la porte. Noah est entré, inspectant l'endroit. On dirait le genre d'endroit où l'on filme des documentaires criminels. Il a enjambé une pile de boîtes de plats à emporter, a ramassé un sweat à capuche froissé sur le canapé. « Et toi, Aria, tu ne te ressembles même plus. » J'avais l'intention de dire quelque chose de sarcastique, mais ma gorge s'est nouée. Il a ouvert les rideaux, laissant entrer la lumière du matin, une gifle de réalité que je ne pouvais éviter. « Tu gâches ta vie pour des gens qui l'ont détruite sans ciller. » Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire. « Je ne dis pas ça pour te faire sentir plus mal. Je le dis pour que tu te souviennes de qui tu es. Tu es celle qui a tout maintenu lorsque maman suivait son traitement contre le cancer, celle qui a traversé cette estrade avec une bourse d'études complète. Tu n'es pas cette ombre assise en face de moi. » Je suis restée silencieuse, mais quelque chose en moi, comme un fil tendu, a finalement atteint sa limite, quelque chose que j'avais essayé d'ignorer mais que je ne pouvais plus fuir. Ce soir-là, après le départ de Noah, j'ai ouvert l'ordinateur portable poussiéreux que je n'avais pas touché depuis des semaines. Je me suis connecté à ma messagerie professionnelle, j'ai marqué tous les messages non lus et j'ai supprimé tout ce qui avait été envoyé avant le jour où Liam était parti. J'ai ouvert Spotify et j'ai joué l'ancienne playlist, celle que j'avais évitée parce qu'elle me rappelait lui. Maintenant, j'ai écouté chaque chanson, une dernière fois, juste pour laisser tout passer, comme un rituel silencieux de soulagement. Je suis entré dans la salle de bain, j'ai mis l'eau aussi chaude que je pouvais le supporter et je suis resté immobile sous la douche. Je me suis lavé les cheveux avec un shampoing parfumé au jasmin, le même que Tessa avait complimenté autrefois. Je ne réalisais même pas que je l'avais encore. Après m'être séché les cheveux, je me suis regardé dans le miroir, des yeux cernés, des lèvres gercées, mais quelque chose avait changé dans mon propre regard. Si c'était le fond de la douleur, je l'utiliserais comme tremplin. Je ne savais pas encore ce que je ferais, mais une chose était certaine, je ne les laisserais pas terminer cette histoire pour moi. J'ai commencé par les plus petites choses, épousseter la bibliothèque, plier soigneusement la couverture après être sorti du lit, jeter les emballages de restauration rapide que j'avais traités comme des compagnons fidèles pendant le mois écoulé. L'appartement ne s'est pas transformé en foyer en un après-midi, mais je savais que la transformation commence à l'endroit où l'on vit, à l'endroit où l'on respire chaque jour. J'ai appelé mon ancienne thérapeute, celle que j'avais vue quelques fois après le décès de ma mère quand j'avais 23 ans. Sa voix au téléphone était toujours aussi douce et ferme que dans mes souvenirs. « Je me souviens de vous, Aria, et je suis vraiment contente que vous ayez appelé. Pendant la première semaine de thérapie, je n'ai pas beaucoup parlé, je suis juste restée assise là, les mains serrant une tasse de thé à l'amande poivrée, pendant qu'elle demandait « Que essayez-vous de fuir ?» J'ai hésité, mais au fond de moi, je savais. Je ne voulais plus fuir. Je voulais y faire face, reconquérir la partie de moi qui avait été écrasée sous les légendes, les nuits agitées et le reflet que je ne reconnaissais plus. Dehors, le ciel était toujours gris, mais j'ai commencé à me réveiller plus tôt. Je voulais voir la lumière du matin se répandre dans ma petite cuisine. Je voulais un silence qui ne ressemblait plus à une punition. J'ai repris mon appareil photo, le vieux Canon qui était autrefois collé à moi à l'université. J'ai marché jusqu'au parc près de mon immeuble, j'ai commencé à capturer de petites choses, un banc trempé par la pluie, une vieille femme tricotant sous un arbre, un bambin poursuivant des pigeons et des moments réels, rien de mis en scène. Puis je suis retourné à la salle de sport de mon complexe d'appartements. Chaque matin ressemblait à une bataille avec moi-même,
mais après chaque tour, chaque soulevé, je sentais que mon corps n'était plus seulement une coquille vide. Je revenais à moi, petit à petit. J'ai aussi nettoyé mes réseaux sociaux. J'ai cessé de suivre les comptes qui me vidaient, j'ai suivi à la place des pages sur la photographie, les voyages, la méditation. J'ai recommencé à écrire, juste de petites notes pour me rappeler que mon histoire n'était pas terminée. Un après-midi de début février, j'ai reçu un courriel de Julie, la directrice de la création du bureau de Portland. J'avais postulé pour un transfert là-bas un an auparavant, mais j'avais ensuite retiré ma candidature à cause de Liam. Aria, nous rouvrons le poste de responsable du contenu international. Je me souviens de la qualité de votre travail lors de la campagne de l'année dernière. Si vous êtes toujours intéressé, faites-le moi savoir avant la fin de cette semaine. J'ai lu le courriel encore et encore, presque incapable d'y croire. Cette opportunité que j'avais autrefois laissée passer, pensant que Liam était une raison de rester à Seattle, mais maintenant tout avait changé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai imprimé le courriel et l'ai scotché sur mon réfrigérateur. Chaque matin, en faisant du café, je le lisais comme un rappel silencieux, tu peux choisir à nouveau. Noah m'appelait chaque semaine, demandant toujours, comment vas-tu aujourd'hui? Pas pour la forme, mais parce qu'il voulait vraiment savoir. Je lui ai parlé de l'appareil photo, de la salle de sport, de Julie, de la façon dont je ne pleurais plus chaque fois que je voyais quelqu'un avec des cheveux comme ceux de Tessa dans la rue. Je ne sais pas si tu vas prendre le poste, a-t-il dit, mais peu importe ce que tu choisis, je suis fier de toi pour t'être relevé, pour ne pas t'être laissé piétiner. 3 jours plus tard, j'ai répondu au courriel, je suis prête. Faites-moi savoir quand je peux commencer. J'ai engagé des déménageurs, trouvé un nouvel appartement à Portland et réservé un billet pour quitter la ville. Seattle ne m'étouffait plus, mais ce n'était plus non plus chez moi. La veille de mon départ, je suis retourné au petit café au bout de ma rue, l'endroit où Tessa et moi avions autrefois rédigé notre thèse ensemble, où j'avais autrefois partagé avec Liam mon rêve d'ouvrir mon propre studio de photographie. Je n'y suis pas allé pour me remémorer, mais pour clore le chapitre. Je me suis assise à notre ancienne table d'angle, j'ai bu un flat white et j'ai écrit une ligne dans mon carnet, je ne retourne pas en arrière. Je retourne à moi-même. Ce soir-là, en faisant la dernière valise, j'ai ouvert le placard et j'ai vu la robe rose pâle que Tessa m'avait offerte pour mon 27e anniversaire. J'ai touché le tissu doux, puis je l'ai délicatement placé dans un sac poubelle. Il ne me semblait plus nécessaire de m'accrocher à quoi que ce soit. J'ai quitté l'appartement le lendemain matin. Le bus m'a emmené vers une nouvelle ville, un nouvel emploi, une nouvelle vie où je ne serai plus Aria celle qui a été abandonnée ou Aria celle qui a été trahie. Je préparais du thé dans ma nouvelle cuisine à Portland quand la fente de la boîte aux lettres a cliqueté. Une enveloppe épaisse de couleur crème, au bord doré et à l'écriture élégante, a glissé à travers, Aria Queen. Je l'ai ramassée, les mains encore humides. Rien qu'en la tenant, je savais exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis assise à la table de la salle à manger, fixant l'enveloppe pendant plusieurs minutes. Finalement, j'ai pris un coupe-papier et j'ai fait une entaille nette. À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage. Leur nom était gaufré en argent, Tessa Moore et Liam Carter. La date, un samedi de début juin. Le lieu, un mariage en plein air dans un jardin des banlieues sud de Seattle. J'ai fermé les yeux quelques secondes, comme si je pouvais tout effacer simplement en ne regardant pas. Mais les dernières lignes m'ont fait marquer une pause, Aria, je sais que c'est peut-être la dernière chose que tu souhaites recevoir, mais tu as été la partie la plus importante de ma vie pendant près d'une décennie. Sans toi là-bas, ce jour ne sera pas complet. Si tu ne peux pas venir, je comprends. Mais si tu le peux, j'espère vraiment te voir. Avec tout mon ancien amour, Tessa. J'ai posé la lettre soigneusement, presque absurdement, comme si elle pouvait exploser à tout moment. Cet après-midi-là, j'en ai parlé à Claire, ma collègue et nouvelle amie proche du bureau de Portland. Nous étions assises à notre café habituel près du travail. Claire savait tout, Seattle, Tessa et Liam, les jours où je ne pouvais pas sortir du lit. Elle t'a vraiment invité? Claire a froncé les sourcils. Pourquoi? Pour prouver que tout va bien. Peut-être, ai-je dit, en remuant le latte devant moi, ou juste pour apaiser sa culpabilité. Ou pour terminer la représentation. Claire est restée silencieuse un moment, puis elle a demandé, tu y vas? J'ai hésité. Une partie de moi hésitait encore, non pas à cause de sentiments persistants, mais à cause de quelque chose de plus profond.
Une partie de moi voulait regarder droit dans les yeux tout ce que j'avais autrefois craint. J'ai pensé à ce dernier après-midi dans mon appartement de Seattle, à chaque pas que j'avais fait depuis, et je savais une chose avec certitude, je n'avais pas fait tout ça juste pour continuer à me cacher. J'ai levé les yeux. J'y vais. Les yeux de Claire se sont agrandis. Tu es sûr? Je ne vais pas gâcher la fête. Je ne vais donner de leçons à personne. Je veux juste être là, les voir, et savoir avec certitude que je ne suis plus à cette place. Elle a souri lentement. Alors, au moins, porte le genre de robe pour laquelle les gens se retournent. Son message est resté là, non ouvert. Je n'ai jamais tapé un mot en réponse. Mais une semaine plus tard, Jake, mon frère, a appelé. Sa voix était teintée de curiosité. As-tu reçu l'invitation? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai simplement dit, je fais des plans. Il a expiré, soulagé. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais j'espère que cette fois tu ne choisiras pas le silence. Je ne lui ai pas dit que, en fait, je ne restais pas silencieuse, j'attendais juste le bon moment pour me montrer d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Un mois plus tard, je me tenais devant le miroir d'une cabine d'essayage d'une boutique du quartier d'Alberta. Je portais une robe en satin bleu canard profond, encolure carrée, dos nu, pas accent grave l'œil, pas bruyante, mais juste assez pour que quelqu'un y regarde à deux fois. Avec des talons nudés et un chignon bas. Vous aurez l'air de sortir tout droit d'une campagne de parfum haut de gamme, a dit la vendeuse, ignorant que je ne cherchais pas de compliments. Je me suis regardé dans le miroir, toujours Aria, mais une Aria qui avait survécu, qui savait comment entrer dans une pièce sans demander la permission. J'ai réservé un vol pour Seattle exactement 3 jours avant le mariage. Je n'ai pas contacté Liam. Je n'ai pas envoyé de message à Tessa. J'ai seulement envoyé un message à Claire avant de partir, tu as raison. La robe est magnifique. Portland n'était pas la destination finale, juste une escale sur le chemin pour respirer à nouveau librement. 2 mois après mon transfert, j'ai été nominé pour un projet mondial avec une marque française de cosmétiques naturels. Le bureau de coordination principal était à Amsterdam, et mon équipe était en charge de la stratégie créative. J'avais 3 réunions par semaine sur des fuseaux horaires différents, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de vivre réellement mon travail, pas seulement de traverser les journées. À la fin de ce trimestre, le directeur régional m'a offert un poste de responsable créatif temporaire au bureau de Berlin, en remplacement d'une personne en congé de maternité. J'ai accepté. Je n'ai appelé personne pour partager la nouvelle, je ne l'ai pas publiée en ligne, j'ai juste plié soigneusement mes vêtements dans une valise et réservé un aller simple. Je suis arrivé à Berlin un matin ensoleillé, avec des traces de neige de fin de saison qui fondaient encore. La ville bourdonnait d'une étrange énergie, historique et pleine d'idées neuves. J'ai loué un petit appartement à Prenzlauer Berg, entouré de cafés locaux, de galeries d'art et d'une boulangerie où le propriétaire me saluait en anglais et en allemand. J'ai commencé à reconstruire mon rythme, course matinale à travers Moher Park, travail jusqu'au coucher du soleil, promenade du soir avec mon appareil photo, capturant des moments tranquilles dans une ville qui ne me semblait plus étrangère. Puis, lors d'une exposition sur la conception de l'espace urbain, je me suis retrouvé à côté de Julian, un architecte mi-italien, mi-américain qui vivait à Berlin depuis plus de 8 ans. Nous avons eu un bref débat sur une maquette de maison écologique exposée au centre de la pièce. J'ai dit qu'elle manquait d'émotion, il a dit qu'elle était trop pratique, pas assez poétique. Nous avons tous les deux ri. La conversation s'est prolongée au-delà des heures de fermeture. Il m'a invité au bar d'à accent grave côté, où la musique jazz jouait juste assez fort pour estomper l'hésitation. Julien n'était pas insistant. Il n'offrait pas de compliments creux. Il écoutait, même quand je ne disais rien d'important. Il ne posait pas de questions sur le passé, il demandait seulement ce que je voulais maintenant. Il m'a fallu 3 semaines pour accepter une deuxième promenade avec lui, 6 semaines pour dire oui à la visite de son appartement, un espace lumineux et ouvert avec des étagères atteignant le plafond et des croquis inachevés étalés sur une table en bois brut. Il n'y avait pas de promesses, pas de délai précipité. Tout entre nous coulait comme le vent, facile, sans attache. Il savait que j'avais été blessé. Je savais qu'il avait traversé une rupture difficile, mais aucun de nous n'a fait de l'autre un remplaçant. Nous nous sommes rencontrés comme 2 adultes, suffisamment aguerris pour ne pas trop attendre, mais suffisamment ouverts pour ne pas fermer nos cœurs. J'ai parlé à Julien du mariage prochain de Tessa et Liam un après-midi pluvieux alors que nous étions assis près d'une fenêtre, partageant une tasse de chocolat chaud. J'ai été invité,
ai-je dit, ni amer, ni brisé. Il a penché la tête. Tu comptes y aller? Pas pour faire une scène, pas pour pardonner. Juste. Je pense que j'ai besoin d'y être. Julien n'a pas insisté davantage. Il a juste souri. Alors laisse-moi t'accompagner. Je l'ai regardé. Tu es d'accord pour aller à un mariage étrange où je suis l'ex qui a été trahi? Il a haussé les épaules. Si l'ex trahit, c'est toi, alors tu n'es définitivement plus l'ex. Je suis retourné courir tous les matins, non plus pour m'échapper, mais pour entraîner mon corps à un rythme régulier. J'ai changé mon alimentation, dormi suffisamment, renoué avec d'anciens amis d'université par Zoom. J'ai même recommencé à écrire, non pas un journal de plaintes, mais de petites notes sur ce qui m'apportait la paix chaque jour. Un mois avant le mariage, j'ai été officiellement promue directrice de la création pour la région Europe, supervisant Berlin, Amsterdam et Varsovie. Lors de la réunion en ligne annonçant la décision, mon patron a souri et a dit « Nous avons besoin de quelqu'un avec à la fois vision et profondeur. Vous avez les deux. » J'ai fermé l'ordinateur portable après l'appel et j'ai regardé par la fenêtre. Berlin était baigné d'un doux coucher de soleil lavande. Je ne comptais plus le temps depuis le jour où Liam était parti. Maintenant, je comptais par les étapes que personne ne pouvait m'enlever. Je suis descendu de l'avion à O'Hare un après-midi de début d'été, le soleil tapait, mais la brise était encore fraîche, comme si Chicago refusait d'être prévisible. Julien m'a tenu la main alors que nous sortions de la porte d'embarquement, les bagages traînant silencieusement derrière. Il n'était jamais allé dans cette ville, mais il n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste dit « Emmène-moi aux endroits que tu as autrefois aimés et à ceux que tu as oubliés. » Je n'ai pas répondu tout de suite. En moi, il y avait un étrange mélange d'émotions, pas de peur, mais pas non plus un calme total. Tout ce que je savais, c'est que cette fois-ci, je n'étais pas la femme qui entrait les yeux rougis. J'étais quelqu'un qui avait trouvé sa propre lumière au-delà de la tempête. J'ai réservé une chambre dans un petit hôtel de charme du Gold Coast, pas chez Jack, pas près d'anciens amis. J'avais besoin d'un espace neutre, assez proche pour voir clairement le passé mais assez éloigné pour ne pas y être ramené. Le lendemain matin, alors que je sirotais un café sur le balcon du 5e étage, mon téléphone s'est allumé avec un message d'un ancien numéro familier, j'ai entendu dire que tu es de retour. Si tu as le temps, j'aimerais vraiment te voir avant le mariage. Juste nous deux. Tessa. J'ai regardé le message, puis j'ai fermé mon téléphone. Pas de précipitation pour répondre. Julien a levé les yeux du lit. Tu veux la voir? J'ai légèrement hoché la tête. Je pense que je devrais. Pas pour des explications, pas pour entendre des excuses. Juste pour la regarder dans les yeux dans un espace où plus rien n'est dû. Je l'ai rencontrée dans un petit café près du lac Michigan. Tessa est arrivée pile à l'heure, les cheveux légèrement bouclés, le maquillage méticuleux, mais son expression ne pouvait le cacher, fatiguée, légèrement perdue. Aria, a-t-elle parlé la première, doucement. Tu es magnifique. J'ai fait un sourire poli. Merci. Félicitations pour ton mariage prochain. Nous nous sommes assises, et entre nous régnait un étrange silence, pas gênant mais plus familier. Tessa a légèrement touché son cappuccino, les yeux baissés. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, a-t-elle dit, mais je devais dire que j'y pense encore beaucoup. Cela ne me retient plus, ai-je répondu calmement, et j'espère qu'un jour cela ne te retiendra plus non plus. Elle a marqué une pause. Tu as vraiment changé. J'ai penché la tête. Peut-être. Mais ce changement n'a rien à voir avec toi, William. J'ai juste commencé à vivre comme j'aurais dû le faire depuis le début. Nous n'avons pas dit grand-chose d'autre. Quand nous nous sommes levés, Tessa m'a regardé longuement, puis a murmuré « Merci d'être venu ». Le silence fut ma réponse. Je suis parti sans regarder en arrière. Ce soir-là, c'était le dîner de répétition, un restaurant italien chic de River North, le même où Liam m'avait emmené autrefois pour fêter mes 29 ans. Je me souvenais de la table où nous étions assis, du vin que nous avions bu, mais cette fois, je suis entré avec Julien. Nous sommes arrivés avec 5 minutes de retard, juste assez pour éviter les formalités mais assez pour être remarqués. Julien portait un costume gris impeccablement taillé, et je portais une robe en soie bleu marine, les cheveux en chignon bas, du rouge à lèvres couleur vin. Je n'étais pas venu pour surprendre qui que ce soit, mais je pouvais le sentir dans leur regard, quelque chose avait changé. Liam se tenait de l'autre côté de la pièce,
discutant avec un groupe d'anciens amis d'université. Quand il s'est retourné et m'a vu, son corps a semblé s'arrêter un instant. Son visage paraissait le même, mais en quelque sorte plus terne. Je lui ai fait un petit signe de tête de loin. Julien a posé une main sur mon dos, douce, non possessive, alors que nous nous fondions dans la foule. J'ai discuté avec quelques visages familiers. Personne n'a évoqué le passé, mais leurs yeux contenaient une lueur de surprise, parfois une sorte de respect silencieux. Quand Liam et moi nous sommes finalement retrouvés côte à côte au bar, j'ai simplement dit « Félicitations, Liam ». « Merci d'être venu », a-t-il répondu, jetant un coup d'œil à Julien, puis de nouveau à moi. « Tu as l'air différente. » Peut-être parce que j'ai arrêté de m'accrocher à ce qui ne m'appartient plus, ai-je dit doucement. Julien est revenu à ce moment-là, posant sa main sur mon épaule. « Tout va bien, chérie ?» J'ai hoché la tête, me tournant vers lui. « Parfait. » Le regard de Liam s'est attardé quelques secondes. Je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux, celle que j'attendais autrefois comme si c'était une punition méritée. Mais maintenant, je n'en avais plus besoin. Le mariage a eu lieu dans un domaine historique au bord du lac à Forest View, à environ 40 minutes de route du centre-ville de Chicago. Le ciel était d'un bleu calme sans un seul nuage, et les érables bordant l'entrée semblaient légèrement se pencher sous le soleil du matin, comme pour offrir la paix à cette journée. Julien et moi sommes arrivés quelques minutes en avance. Non pas pour faire impression, je voulais juste avoir le temps de prendre une longue respiration avant d'entrer. L'espace de la cérémonie s'étendait derrière le manoir, avec des rangées de chaises blanches soigneusement disposées, faisant face à un autel en bois orné d'orchidées blanches et de rubans de satin bleu doux. J'ai reconnu quelques visages familiers de l'université, quelques anciens amis communs, ceux qui étaient restés silencieux quand tout s'était effondré entre Tessa et moi. Ils m'ont jeté un regard légèrement mal à l'aise, mais j'ai juste souri doucement. Plus personne ne devait d'explication à personne. J'ai choisi une place près du fond, pas trop près pour être entraîné, mais assez près pour ne pas me sentir comme une étrangère. Julien m'a serré doucement la main alors que nous nous asseyions, un geste simple qui me rappelait que je n'étais pas seul dans cette performance. La musique émanait d'un quatuor à cordes. Les invités commençaient à s'installer. L'organisateur du mariage a annoncé que la cérémonie commencerait dans quelques minutes. Et puis Liam est sorti. Il portait un costume beige clair, une cravate gris pâle, les cheveux soigneusement coiffés. Il se tenait à l'autel fleuri, les yeux fixés droit devant, mais ses mains étaient crispées derrière son dos, sans qu'il s'en rende compte. Je l'ai regardé comme j'aurais regardé un étranger, pas de colère, plus rien à pleurer, juste un vide silencieux entre nous avec lequel j'avais appris à vivre. Quand Tessa est apparue, un léger murmure s'est répandu dans la foule. Sa robe était classique et ajustée à la taille, ses cheveux attachés bas, les mains tenant un bouquet de fleurs d'un blanc pur. Elle souriait, mais quelque chose dans ses yeux m'a fait marquer une pause, non pas l'éclat d'une joie inébranlable, mais la lassitude d'un sourire trop souvent répété. La cérémonie s'est déroulée comme n'importe quel autre, vœux, sourires, applaudissements. Je ne me suis pas concentré sur chaque mot qu'il disait, des images défilaient simplement dans mon esprit comme un vieux film se terminant sur un écran noir sans sous-titres. Puis vinrent les félicitations. Une longue file s'est formée. Julien et moi avons attendu notre tour. Quand nous sommes arrivés devant, je me suis avancé et j'ai tendu à Tessa une petite boîte, un délicat cadre photo en argent que j'avais choisi à Berlin, avec un mot manuscrit à l'intérieur, « Je vous souhaite à tous les deux la paix ». Elle l'a pris, les lèvres entr'ouvertes. Merci d'être venu. Pas d'accolade, pas de poignée de main, ce n'était pas l'endroit pour des gestes qui n'étaient pas réels. Puis je me suis tourné vers Liam. Il m'a regardé comme s'il cherchait quelque chose dans mon expression, une trace que je m'en souciais encore. Je ne la lui ai pas donnée. Je ne pensais vraiment pas que tu viendrais, a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour moi. Liam a dégluti difficilement, comme si mes mots s'étaient asséchés dans sa gorge. Aria, si je disais que j'avais eu tort, serait-ce trop tard? J'ai marqué une pause, puis j'ai légèrement penché la tête. Certaines choses n'ont pas besoin d'un timing parfait. Elles ont juste besoin de ne pas se répéter. Il a ouvert la bouche, mais Julien a doucement posé une main sur mon dos, un signal subtil. J'ai adressé un dernier signe de tête poli à Liam. Ne regrette rien, ai-je dit doucement, comme un adieu, surtout pas le jour de ton mariage. Julien et moi nous sommes éloignés de la file. En passant devant le jardin, j'ai entendu des rires et le tintement des verres derrière nous, mais je ne me suis pas retourné.
Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Nous avons quitté la réception tôt, avant que la danse ne commence. Alors que la voiture roulait sur l'autoroute en sortant de Chicago, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, et pour la première fois depuis des années, il n'y avait rien derrière moi auquel j'avais besoin de m'accrocher. 3 mois après le mariage, j'ai reçu un courriel du magazine Adeline Europe. Ils voulaient me présenter dans leur segment « Les femmes qui redéfinissent l'industrie publicitaire européenne ». À ce moment-là, j'étais assise à mon café préféré, niché dans une ruelle de Berlin, mon ordinateur portable ouvert avec une liste de projets s'étendant jusqu'à la fin de l'année. J'ai lu le courriel encore et encore, j'ai siroté mon thé à la menthe et j'ai souri sans dire un mot. La séance photo a eu lieu sur le toit de notre bureau de Berlin, où la lumière dorée de fin de journée enveloppait la ville de chaleur. Je portais un tailleur crème ajusté, mes cheveux en chignon lisse, à peine maquillés. Le photographe néerlandais a dit « Vous n'avez pas besoin de sourire. Vos yeux racontent déjà toute l'histoire ». Lorsque l'article est paru début septembre, ma boîte de réception s'est remplie de félicitations de collègues, d'anciens amis, même de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Mais un nom dans la section « Qui a consulté votre profil ?» sur LinkedIn m'a fait marquer une pause une seconde, Liam Carter. Je n'ai pas cliqué sur son profil, je n'en avais pas besoin. J'ai juste fermé l'application, je me suis versé un verre de vin et j'ai joué le mix de guitare acoustique que Julien venait de m'envoyer pour que je l'examine. Cet automne à Berlin était particulièrement beau. Julien et moi avons emménagé dans un nouvel appartement à Charlottenburg avec un large balcon donnant sur le parc et un coin confortable où il a installé sa table à dessin. Chaque week-end, nous cuisinions à tour de rôle, organisions de petits dîners entre amis ou flânions dans les marchés aux puces du dimanche, à la recherche de trésors négligés que nous trouvions d'une manière ou d'une autre significatifs. J'ai aussi lancé un compte Instagram distinct pour ma photographie de rue, non pas pour promouvoir, juste pour préserver. Mais étonnamment, en quelques mois, il avait gagné plus de 10 000 abonnés. Un magazine d'art m'a invité à exposer lors de leur vitrine d'hiver. J'ai décliné parce qu'il me suffisait de voir ma vie prendre vie à travers ces clichés. Un après-midi tardif d'octobre, alors que Julien et moi parcourions des tissus pour rideaux, mon téléphone a vibré, un message d'Emma, une ancienne camarade de classe à Chicago. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Tessa et Liam sont officiellement divorcés. On dit que ça n'a pas été joli. J'ai marqué une pause, immobile, ni surprise, ni soulagé non plus. J'ai juste tapé en retour, merci de me l'avoir fait savoir. J'espère qu'ils trouveront bientôt la paix. Julien s'est tourné pour me demander quel tissu je préférais. J'ai pointé un rouleau ivoire doux avec une texture subtile de grains de bois. Celui-là semble chaleureux tout en étant aérien. Nous avons quitté le magasin main dans la main alors qu'une pluie fine commençait à tomber. J'ai levé les yeux vers les guirlandes lumineuses basses qui bordaient la rue, leur lueur dorée se reflétant sur le trottoir humide. J'avais l'habitude de penser que la vengeance signifiait faire souffrir les autres autant que j'avais souffert, que la justice exigeait qu'ils s'agenouillent et admettent que j'avais eu tort. Mais maintenant, en passant devant les gens qui m'avaient autrefois brisé sans me sentir ramené en arrière, j'ai compris, la liberté est le cadeau qu'aucune excuse ne peut offrir. Je n'avais pas besoin qu'ils soient témoins de mon succès. Je n'avais pas besoin qu'ils me voient heureuse. J'avais juste besoin de savoir que chaque décision, chaque pas en avant, était le mien. Le vrai bonheur ne consiste pas à se tenir au-dessus d'eux, il consiste à ne plus avoir besoin de comparer, à ne plus avoir besoin de regarder en arrière, à ne plus porter une histoire qui est déjà close. Un soir, alors que je lisais près de la cheminée, Julien s'est approché et a placé une petite boîte dans mes mains, pas une bague, mais une clé en or sur une chaîne délicate. Pour toi, a-t-il dit. C'est la clé de cette petite maison en Toscane, celle où tu as dit que tu rêvais de passer les étés. J'ai versé la compte. Pour notre avenir. Je l'ai regardé et n'ai rien dit, j'ai juste resserré ma prise autour de ses doigts. Et à ce moment-là, j'ai su que ma vie n'était plus les séquelles de quelqu'un d'autre. C'était le début de quelque chose d'autre, une histoire écrite de ma propre main, avec tout ce que j'avais surmonté pour arriver ici. L'histoire d'Aria n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est la preuve que le bonheur ne vient pas de la vengeance mais du fait de vivre en accord avec ses propres valeurs. Dans la vraie vie, chacun de nous peut être blessé par les personnes en qui nous avions autrefois le plus confiance. Mais au lieu de laisser la douleur vous définir, choisissez d'aller de l'avant, de prendre soin de vous et de construire une vie dont vous êtes fier, une vie suffisamment discrète pour que personne n'ait besoin de savoir comment vous avez pardonné ou jusqu'où vous êtes allé. Que pensez-vous du parcours d'Aria? Si c'était vous, choisiriez-vous le pardon ou partiriez-vous en silence?
Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires de famille touchantes.